Réponse dans ce midi. Le chef de l'État à l'écoute du Conseil constitutionnel sur les recommandations du dialogue national. Le Parti démocratique sénégalais et la coalition Karim 2024 ont espoir, que les 7 juges du Conseil constitutionnel iront dans le sens d'une reprise partielle du processus. Pas de liberté provisoire pour les maraîchers de la zone horticole de Lendeng arrêtés la semaine dernière. Demande rejeter leur procès renvoyé au 13 mars. À suivre l'actualité internationale avec Anna Rocha. Les sports, Youssouf Bodian, la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Et en fin d'édition, la controverse autour du projet de loi d'amnistie examiné ce mardi par la commission des lois de l'Assemblée nationale et demain mercredi par la plénière. Abdoulaye Diop sur la partie technique de ce midi. Bienvenue à toutes et à tous. Des nouvelles des 9 maraîchers de la zone horticole de Lendeng arrêtés la semaine dernière. Ils restent en prison. Leur demande de mise en liberté provisoire est rejetée. Leur jugement initialement prévu aujourd'hui est renvoyé au 13 mars prochain. Ces 9 maraîchers ont été interpellés suite à une plainte de l'entreprise MK Excellence. Ils sont accusés de destruction de biens appartenant à autrui. Les maraîchers s'opposent à la construction d'une station d'essence dans la zone de Lendeng. RFM, la radio de toute l'actualité. La loi d'amnistie annoncée par le chef de l'État, le texte est en train d'être examiné depuis ce matin par la commission des lois. Les députés, eux, sont convoqués en séance plénière demain mercredi. Toujours à propos de cette loi d'amnistie telle que liblée, elle ne permet pas à Ousmane Sonko de se présenter à la prochaine présidentielle en cas de reprise du processus électoral. La consolation, c'est la liberté. Les explications de Mohamed Ali Mouba. Si l'on s'en tient aux dispositions de la loi qui passe demain en plénière, rien ne permet à Ousmane Sonko de retrouver ses droits civils et politiques. Certes, l'article 11 du texte parle de remise totale des peines principales et accessoires et la disparition des déchéances électorales pour les personnes qui bénéficient de la mesure, mais ça n'a rien à voir avec les faits qui privent Ousmane Sonko de son inéligibilité. Sonko, lui, a été rendu inéligible, vous le savez, selon le Conseil constitutionnel par l'affaire Mamaya. Maître Abdoulaye Tine, juriste, il est avocat. Cette loi vise à amnistier des faits peuvent revêtir une qualification criminelle ou correctionnelle, que ce soit des manifestations ayant des motivations politiques. Donc, ce qui veut dire que les infractions de droit commun, telles que la diffamation ou le délit de corruption de mineurs, s'en trouvent de fait exclus. Par contre, cette loi d'amnistie, si elle est votée en l'état, pourrait servir effectivement à faire sortir M. Diomaye Faye de prison dans la mesure où lui, effectivement, les chefs d'accusation qui sont retenus contre lui sont effectivement des infractions, sont en relation effectivement avec ce que vise la loi, notamment que ce soit des manifestations ou des déclarations motivées par des éléments politiques. Mais peut-on introduire des amendements demain donc en plénière pour le rendre éligible? À cette question, Maître Abdoulaye dit non encore. La mesure où aujourd'hui, malheureusement, les faits qu'ils ont retenus contre M. Ousmane Sonko, que ce soit les délits de corruption de mineurs, en tout cas de diffamation, M. Ousmane Sonko n'est pas le seul à se retrouver dans cette situation. Or, l'amnistie ne peut pas viser personnellement M. Ousmane Sonko. Comme on le dit, on amnistie des faits. On vise ces faits. De facto, toutes les personnes qui se retrouvent dans cette situation pourront être élargies, soit jugées ou pas jugées, comme il le dit, et ce qui ne sera pas possible à gérer, compte tenu effectivement du fait qu'il y a beaucoup de personnes effectivement qui sont en attente de jugement, ou d'autres personnes en tout cas qui sont sous les liens de la détention, et que en tout cas on ne pourra pas expliquer ni à l'opinion publique ni à la communauté internationale pourquoi du jour au lendemain on doit donc ouvrir toutes les portes des prisons
parce qu'il y a une loi d'amnistie. Rien n'est définitif, mais même si la loi passe, le juge constitutionnel pourrait la retoquer pour rupture d'égalité entre citoyens. Selon le juriste, toutes les personnes poursuivies pour meurtre, pour assassinat par exemple, pourraient par opportunisme invoquer la même disposition pour se sortir d'affaire. Toujours en lien avec ce projet de loi d'amnistie, l'UNACOIS Diapo dit avoir interpellé l'État pour que les opérateurs économiques impactés par les manifestations politiques de 2021 à 2024 soient indemnisés. Selon eux, amnistier les faits uniquement ne suffit pas. Il faut réparer les dommages avant l'adoption de la loi. Mamadou Dieng, secrétaire général de l'UNACOIS Diapo, au téléphone avec Boubacar Dieng. En fait, dans tous les pays du monde, d'abord, il y a ce qu'on appelle la vérité. Il faut qu'au moins ceux qui sont perdus, soit un ami ou un enfant, ou ceux qui sont perdus leur bien, qu'ils puissent être, en fait, que l'État puisse reconnaître, en tout cas pas reconnaître, mais que la vérité soit dite. Après, ils pourront effectivement pardonner, parce que si on amnistie seulement les faits, et que les politiques maintenant, ils seront plus, n'est-ce pas, en tout cas la possibilité de les poursuivre. Donc je pense que ceux qui ont perdu leur vie et ceux qui ont déjà perdu leur matériel, c'est eux qui vont complètement les perdre. Que dans un pays normal, je pense qu'on devait d'abord privilégier à voir les impacts, n'est-ce pas, et essayer de les réparer avant de voter la loi. Donc nous, on n'est pas contournés pour la loi. Nous, on est des opérateurs économiques. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment défendre les intérêts de nos membres. Et on pense que quand même, un investisseur qui a investi beaucoup de millions, s'il y a ce qu'on appelle les cas de force majeure tels que les manifestations qui ont eu lieu, l'État devait au moins approcher ces gens-là pour essayer de les dédommager ou de faire des réparations. La présidentielle, le chef de l'État Macky Sall, après avoir reçu le rapport du dialogue national, a réaffirmé sa décision de saisir le Conseil constitutionnel sur les questions évoquées par les participants au dialogue. Le Parti démocratique sénégalais réagit. Maguetsi, mandataire de Karim Wade, dit avoir espoir que le Conseil constitutionnel va décider de la reprise partielle du processus électoral. Il est au téléphone avec Awambay. Oui, nous avons toujours milité pour la reprise totale du processus. C'était notre point de départ au dialogue. Mais le consensus a voulu que l'on propose une reprise partielle du processus compte tenu des délais. Et nous nous en fions à cela. Donc les conclusions du dialogue proposent, outre la tenue de l'élection le 2 juin, mais une reprise partielle du processus. En partant sur la base des 19 arrêtés par le Conseil constitutionnel, avec une ouverture pour les candidats qui réclamaient que le parrainage soit revu et ceux qui ont été injustement écartés, ce qui est notre cas. La reprise partielle consiste à ouvrir l'examen des dossiers, aussi bien pour les 19, ceci pour vider le contentieux autour des doubles nationalités, mais aussi permettre à une vérification du parrainage de certains candidats dits spoliés, mais aussi la réintégration de notre candidat qui est injustement écarté et qui a donc satisfait à toutes les conditions pour la candidature. Nous sommes appelés à nous battre jusqu'à la fin de notre vie. On se bat, c'est la vie. C'est tel est notre destin. Nous nous battons contre l'injustice. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Les récupérateurs et recycleurs de la décharge de Mbebe se disent être inquiets de leur existence au niveau de ce dépotoir à cause du Promoged qui, selon eux, donne un coup de frein à leurs activités. Pendant que les chantiers de ce projet financés à plus de 200 milliards n'ont pas encore démarré, les responsables du Promoged, eux, rassurent les récupérateurs et annoncent que les travaux vont bientôt démarrer. L'association qui réunit les récupérateurs et recycleurs de la décharge de Mbobos est issue du projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides. Selon elle, leurs conditions de travail déjà difficiles ont empiré avec le Promoged. Aaron Nias est le président de la dite structure. On avait eu vraiment l'espoir que ce projet va nous prendre en charge. Mais depuis le projet est lancé, nous avons vu qu'il y a beaucoup d'inquiétudes concernant les récupérateurs par rapport à cette
ce projet. On ne peut pas trouver des gens qui travaillent pendant une cinquantaine d'années, vouloir les déplacer et les amener dans notre site qui n'est pas vraiment sécurisé. Le Promojet, lancé en 2021 par le chef de l'État pour la modernisation de la décharge de Mbobos, mais jusque-là, les travaux ne sont pas entamés. Les récupérateurs demandent aux autorités de financer leur coopérative. C'est à l'État de pouvoir nous aider vraiment pour que notre coopérative puisse marcher. Ils vont faire des infrastructures en ce qui concerne par exemple un centre de tri, un centre de compostage. Au moment où on vous parle, il n'y a aucun brique qui a été mis en place en ce qui concerne cet aspect. Les travaux du Promojet vont démarrer dans les prochains mois. Une assurance du responsable de l'unité du Promojet, Pape Madjaoudji. Nous avons connu beaucoup d'avancées par rapport au démarrage des travaux qui se fera donc assez prochainement, donc dans les prochains mois si tout se peut. La sauvegarde des emplois et sur les questions également de réinsertion socio-économique, nous sommes en train de travailler sur des solutions. L'association des récupérateurs et recycleurs de la décharge de Mbobos revendique également la restitution de leur maison communautaire érigée en poste de santé par le maire de Malika sans rien proposer en retour. Aminata Kermessar, Radio Média. Les échos de la journée de consultation gratuite organisée par le Centre de recherche et de prise en charge ambulatoire de la drépanocytose de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Plus de 500 personnes des quartiers environnants tels que Sanar, Ngalel, Boudjouk et Ndiaoudoun ont pu être consultés. L'activité s'inscrit dans le cadre du service de la communauté. Les syndicalistes ont répondu à l'appel des villages touchés lors des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Ils en ont profité pour lancer un appel à une pacification de l'espace universitaire. Le secrétaire général du syndicat des travailleurs des établissements scolaires et universitaires, initiateur de la journée, Amat Diallo au micro de Ousseynou Diop. Nous avons déjà perdu. Nous avons perdu 2 de nos camarades, 2 de nos étudiants, 2 de nos frères. Donc nous appelons à l'apaisement total, à la paix des cœurs. Ces activités rentrent dans le cadre du pardon. Ces activités rentrent dans le cadre d'apaisement de l'espace universitaire, donc de climat social, et que le président a fait vraiment a donné des subventions, a donné des ressources pour les familles qui sont endeuillées, et les autorités aussi ont accompagné. Il y a le président du conseil d'administration aussi qui a accompagné la famille pour qu'on puisse avoir plus de l'apaisement. Donc nous appelons à nos camarades de la coordination à qui nous présentons toujours nos condoléances et qui jouent les cartes d'apaisement au sein de l'université. Midi 13 minutes, la Fédération des associations féminines sur les violences, elle plaide pour une criminalisation. L'association exprime son indignation face à la récurrence des agressions, celle contre Maïmouna Ndour Faye en particulier. Les organisations féminines sont appelées à se mobiliser pour soutenir la patronne de cette TV. Plus de détails avec Fatumbo. La Fédération des associations féminines du Sénégal exprime une vive préoccupation face à l'augmentation des violences contre les femmes. La présidente Ndiouk Mbaye condamne fermement les actes barbares perpétrés contre la patronne de cette TV, d'où l'appel à une criminalisation des violences dans ce pays. L'agresseur qui l'a agressé n'avait pas raison d'agresser cette jeune journaliste-là. Moi, je demande à la justice sénégalaise et nous interpellons le président Macky Sall à tout faire pour que ce gars-là qui l'a agressé soit remis à la justice et que la justice fasse son travail. Nous criminaliser viol, mais nous criminaliser violence. Elle souligne la nécessité d'actions concrètes face à de telles agressions et invite toutes les organisations féminines à une forte mobilisation. Et je demande aux organisations de femmes de ne pas rester muettes, d'organiser des forums pour soutenir notre femme. Il faut que nos organisations de femmes, nous organisons une marche pacifique, une grande marche qui réunira toutes les organisations féminines du Sénégal pour déplorer cet acte barbare qu'a subi d'autres sœurs. La réintroduction de la peine de mort est considérée comme une mesure indispensable pour résoudre efficacement la situation. La Fédération des associations féminines propose des débats centrés sur le cas de Maïmouna Ndour Faye dans le cadre de ce mois-ci dédié à la femme. Fatou Kaolack, Radio Futur Média. À Kolda, la violence a pris des proportions inquiétantes chez
chez les adolescents. Les bagarres suivies de meurtres sont devenues monnaie courante dans le Fouladou et la plupart des cas, c'est avec arme blanche. Abdoulaye Diallo. Le comportement très violent des adolescents est en train de prendre des proportions inquiétantes à Kolda. Pour de banales affaires, des adolescents sont en train de s'entretuer entre eux. Des meurtres souvent commis avec une arme blanche. Le dernier cas en date est celui du sous-quartier de Medina Cherif Sinthiang Moussa, situé dans la zone périurbaine de la commune de Kolda. Un jeune tailleur âgé de 17 ans y a perdu la vie après une bagarre entre jeunes. Malik Baldé, habitant de ce quartier, est un des témoins. C'est aux environs de 0h30 que le frère Abourama, docteur, est venu nous réveiller, nous annonçant que Bourama a été lynché et il a été poignardé par un groupe de jeunes garçons qui sont venus de la zone du lycée, qui sont venus le trouver dans notre quartier, à Medina Cherif. Et maintenant, il y a eu une bagarre rangée entre amis. Vraiment, cette bagarre a viré au drame. Et du coup, Bourama a reçu 2 coups de poignard au niveau du thorax et au niveau du cou. La victime était un modèle dans son quartier. Le défunt, c'était un tailleur, un apprenti tailleur. Chaque fois que son maître se rendait à Touba, il assurait l'intérim. Pendant toute la période de la Covid, son patron était coincé à Touba et c'est lui qui a assuré toute cette période-là l'atelier. Il est très pieux. À 2 reprises, je l'ai vu jeûner, en dehors même du mois de Ramadan. Durant ces 12 derniers mois, le Fouladou a enregistré plusieurs cas de meurtre entre jeunes coldois, où la plupart des cas a été perpétré avec l'aide d'une arme blanche. Parmi ces cas, nous pouvons citer ceux de Sarekemo, de Cité Régionale, à Buruko, à Kerewan et à Salikenye. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. RFM. L'actualité internationale. À midi 17 minutes, bienvenue à La Rocha. Merci beaucoup, Georges Détier. Au Tchad, moins d'une semaine après la mort de l'opposant Yaya Dillo, le Premier ministre annonce une enquête internationale. Un succès. Masra a déclaré sur Radio France Internationale que cette enquête internationale serait prochainement ouverte pour établir les responsabilités de cet incident tragique. Tom Choran. Succès Masra, actuellement en voyage diplomatique, s'est exprimé hier depuis la France. Il a affirmé que le gouvernement tchadien s'engageait à mener une enquête approfondie en déclarant, je cite, « Il y a des photos, mais il y a un film, le film des événements. Je voudrais inviter chacun à regarder le film de tous les événements. » Fin de citation. Le Premier ministre a également exprimé ses condoléances à la famille de Yaya Dillo ainsi qu'à celle des militaires décédés pendant l'assaut du siège du Parti Socialiste Sans Frontières, le PSF. Cette tragédie est intervenue dans un contexte déjà très tendu avant les élections et Succès Masra a admis qu'il s'agissait d'une nouvelle zone de turbulence. Il a toutefois assuré que l'objectif du gouvernement était de pouvoir atterrir malgré tout à l'aéroport de la démocratie. La famille de Yaya Dillo, estimant que sa mort résulte d'une exécution, a décidé d'interrompre son deuil en signe de protestation. Les proches du défunt réclament justice et accusent le gouvernement d'essayer de détruire les preuves en démolissant le siège du PSF où est mort Yaya Dillo. Izzadine Tombo Dillo, son neveu, a été désigné comme porte-parole de la famille et il a affirmé attendre beaucoup de l'enquête internationale à venir. On reste au Tchad où les victimes de Hissène Habré commencent à percevoir leurs indemnisations. 10 milliards de francs CFA à répartir entre 10 000 victimes de l'ancien président tchadien. Ces paiements ont commencé le 23 février dernier à la suite d'une réunion entre le président Mahamat Idriss Déby Itno et 3 associations de victimes. Mais pour Reed Brody de l'ONG Human Rights Watch et membre de la Commission internationale des juristes, c'est très peu. On l'écoute. Donc, 10 000 victimes vont recevoir chacune 925 000 CFA. Ça représente moins de 10% de ce que les chambres africaines extraordinaires à Dakar et un tribunal tchadien avaient accordé aux victimes. Mais pour de nombreuses victimes qui ont attendu si longtemps et qui sont dans une situation dramatique, ce paiement fera une énorme différence dans leur vie. Je suis en contact avec beaucoup d'entre elles qui vont maintenant pouvoir payer la scolarité des enfants, la santé, etc. La présidence tchadienne veut lier cette compensation de 10% à la réhabilitation de Hissène Habré, quelque chose qui est évidemment contesté par beaucoup de victimes qui disent qu'il faut indemniser pleinement les victimes.
Au Maliana, le CICR dresse un bilan satisfaisant de la situation humanitaire 2023. Selon le Comité international de la Croix-Rouge, de grandes actions ont été menées l'année dernière au Mali. Plus de 10 000 ménages, par exemple, ont bénéficié d'une assistance alimentaire. 64 500 personnes ont été directement impactées par cette action. L'organisation humanitaire a présenté son bilan de l'année 2023. Les précisions à Bamako de Zanga Abdoulaye Ouattara. Le chef du CICR, Antoine Grand, dresse un bilan positif des actions déployées par l'organisation en 2023 pour venir en aide aux personnes vulnérables. Toutefois, il pointe du doigt certaines difficultés, notamment l'insécurité et l'inaccessibilité de certaines zones d'intervention. Que ce soit dans le soutien des hôpitaux, je pense aux hôpitaux de Gao, de Mopti, de Kidal et de Ménaka, dans les soins orthopédiques, les prothèses et les orthèses pour les personnes amputées, la santé primaire, la vaccination, les assistances aux personnes déplacées ou aux personnes retournées. Il y a certaines zones où c'est parfois dangereux d'opérer. Il n'y a pas eu de staff qui a été tué ou blessé de la Croix-Rouge en 2023, mais il y a des zones où on doit faire attention pour y aller. Le mécanisme de réponse rapide intégré RRM est un système performant qui a permis de soulager des milliers de personnes en besoin humanitaire, a indiqué Ibrahim Abba Sangari, directeur du développement social. 17 687 déplacés ont pu retourner dans leur localité d'origine seulement au cours du dernier trimestre 2020. La Croix-Rouge et les agences des Nations Unies, ils apportent un appui consistant en produits alimentaires et non alimentaires qui permettent de soulager les souffrances des populations. Le CICR prévoit également des actions dans le cadre des changements climatiques, surtout avec l'avancée du désert. Zanga Abdoulaye Ouattara, Bamako, Radio Futur Média. Aux États-Unis, c'est le Super Tuesday. Today. Ouais, le Super Mardi, une journée cruciale, Georges, dans la course à la présidentielle 2024. C'est en effet une étape clé dans le processus de désignation des candidats pour la présidentielle américaine. 15 États, dont 2 des plus peuplés, la Californie et le Texas, votent en même temps lors des primaires dans le cadre du Super Tuesday. Les résultats de cette journée donnent généralement plus de visibilité sur les futurs vainqueurs de la course à l'investiture. Et selon les spécialistes des questions américaines, le suspense n'est pas au rendez-vous cette année. Joe Biden et Donald Trump écrasent la concurrence dans leurs camps respectifs. Merci Anna Rocha, c'était l'actualité internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Avec Senghane Senghor de la RADDHO, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, et Pape Mahawa Diouf, coordinateur de la cellule communication de Benno Bokk Yakaar, nous allons évoquer la controverse autour du projet de loi d'amnistie examiné depuis ce matin par la commission des lois de l'Assemblée nationale. RFM Sport. Bonjour Youssouf Bodian. Bonjour Georges et bonjour à tous. Football pour démarrer cette page des sports, Ligue des champions européenne. Les quarts de finalistes connus ce soir. Le premier donc, ce sera à l'issue des huitièmes de finale retour qui se joue à partir de 20h. Le Paris Saint-Germain est en Espagne pour affronter la Real Sociedad. À l'aller, les Parisiens s'étaient imposés par 2-0. Un match donc que vous pourrez suivre sur la RFM. Dans l'autre huitième de finale retour, le Bayern Munich affronte les Italiens de la Lazio de Rome. À l'aller, les Bavarois avaient perdu par 1-0. Le champion d'Allemagne en titre, en difficulté en Bundesliga, a entamé des discussions avec Xabi Alonso pour remplacer donc Thomas Tuchel à la fin de la saison. L'ancien milieu de terrain de Liverpool et du Real Madrid est actuel entraîneur du Bayer Leverkusen, leader avec 10 points de plus que les Bavarois. En Série A italienne, Boulaïdia mise à l'écart par son club. L'annonce a été faite hier à l'occasion d'une visite du président Danilo Lervolino à la séance d'entraînement de la Salernitana. L'attaquant sénégalais va s'entraîner donc à l'écart du groupe. Boulaïdia est sanctionné pour avoir refusé d'entrer en jeu samedi dernier alors qu'il restait 8 minutes à jouer. Tout est parti donc de la volonté de Boulaïdia de quitter le club, nous explique notre collaborateur en Italie, Abdoulaye Diouf Par. L'attaquant sénégalais qui avait réalisé une belle saison en 2022-2023. Avec son entourage, durant le mercato estival, ils avaient cherché à négocier avec des clubs. On peut citer Wolverhampton. Ils ont pu amener un prêt avec option d'achat. La direction du club, avertie à la dernière minute, avait refusé. Depuis lors, l'attaquant sénégalais ne cesse de traîner les pieds.
Entre-temps, le club a changé de directeur sportif. Morgan De Santis est parti et ils ont nommé un directeur général du nom de Walter Sabatini. Il avait voulu vendre Boulaye et Boulaye avait contacté une blessure et forfait pour la CAN. Lors de la rencontre Udinese Salernitana 1, le nouveau coach qui a remplacé Filippo Inzaghi, Fabio Liverani, l'a sollicité et il a refusé d'entrer sur le terrain. Actuellement, des procédures judiciaires sont déclenchées contre lui. Il y aura des sanctions, on parle de suspension de salaire, on parle d'une amende salée et il est même mis hors de l'effectif. Jeux africains 2024, les représentants du Sénégal ont commencé à rejoindre Accra. La capitale du Ghana qui va accueillir la 13e édition du 8 au 23 mars prochain. Parmi les 94 sportifs sénégalais, il y a les judokas mais aussi les beach volleyeurs. Leur préparation mais aussi leurs ambitions avec Sola Cham. Parmi les 11 disciplines qui seront en lice pour la 13e édition des Jeux africains, nous avons le judo et le beach volley. Tout est fin prêt pour la préparation, nous dit le directeur des équipes nationales de judo, Kalidouba. Nous sommes en train de nous préparer difficilement, mais bon, Dieu est grand parce qu'on nous a retiré le dojo national, mais actuellement nous nous entraînons au niveau de l'ASFA avec des militaires. Mais alhamdoulilah, la préparation se poursuit. Actuellement, on est fin prêt. L'entraîneur de l'équipe nationale de beach volley va dans le même sens. Les athlètes ont même effectué leur dernière séance d'entraînement ce matin à Sanfal. On s'est bien préparé et c'est aujourd'hui qu'on a fait même notre dernière séance. Et vraiment, les heures sont taquées. Même le week-end, ils ont pu compétir par un tournoi qui était organisé ici au Sénégal. Seule discipline ayant obtenu la médaille d'or lors de l'édition précédente, Kalidouba dit être conscient de ce qui attend son équipe. On est vraiment conscient de cela et Inch'Allah, nous voulons ramener plus de médailles et plus de médailles d'or aussi. Donc on travaille avec les jeunes comme Manik Ndiaye, comme Abdelrahman Diawo, comme Monica Sagna, comme tant d'autres jeunes qui sont dans la tanière. Donc nous espérons ramener des médailles d'or lors de ces Jeux africains. Pour le beach volley, l'entraîneur reste aussi confiant. Il y a 2 ans qu'on se prépare avec l'appui d'un expert détaché par la FIVB, par la Fédération internationale de volleyball. On s'est vraiment préparé pour vraiment cette fois-ci mieux représenter le Sénégal en montant sur le podium. C'est notre objectif principal. 2 équipes de 4 filles et de 4 garçons vont représenter le Sénégal pour le beach volley. Ils quittent Dakar pour Accra demain matin à 8h. Et pour le judo, 8 athlètes seront en lice. Ils vont rallier le Ghana ce soir même. En lutte avec frappe, Libidor affronte Bébé Bala ce week-end. Un lutteur de l'écurie Mbaling, Ambour, est originaire de Keur Ndiaye Balelo. C'est un village situé dans la commune de Mbédiène, dans le département de Louga. À l'occasion donc de son open press, Bébé Bala a déploré le manque d'infrastructures sportives dans la région de Louga où nous retrouvons Nafissatou Ndiaye. Le lutteur Bébé Bala, très remonté par l'attitude des autorités de tutelle, estime inadmissible l'absence d'infrastructures sportives dans la capitale du Ndiambour. Pour lui, la région ne mérite pas cela au regard du nombre important de jeunes talents qui y sont originaires. Une région comme Louga qui n'a pas de stade pour des combats de lutte, c'est vraiment inadmissible. En plus, il n'y a pas assez de salles de sport dans la région. Et je rappelle qu'il y a beaucoup de jeunes talents qui méritent d'être accompagnés. Le ressortissant du village Keur Balelo trouve que le ministère des Sports en général, les autorités locales en particulier, ont laissé en rade les jeunes sportifs. Nous les sportifs de la région, nous sommes très passionnés et courageux. Malheureusement, nous n'avons pas les moyens. Les autorités nous ont laissés à nous-mêmes. Je commence par Moustapha Diop, qui est maire et ministre à la fois. Je demande aussi aux autorités locales de nous accompagner, car si elles le font, le titre de roi des arènes pourrait même venir à Louga un jour. Bébé Bala s'exprimait lors de son open press dans son village natal à Keur Ndiaye Balelo. Initiative en prélude du combat qui va l'opposer à Libidor de l'écurie Passy, prévu le 9 mars prochain à l'arène nationale. Le lutteur de l'écurie Mbaling se dit très confiant et prévient son adversaire. Nafissatou Ndiaye, Louga, Radio Futur Média. C'est quand même original d'organiser un open press dans son village natal et ensuite venir lutter à Dakar. N'est-ce pas, Youssouf Bodi, un exemple à suivre par les autres lutteurs pour développer la
discipline dans leurs localités respectives. Oui, c'est tout, Georges, pour les... Merci Youssouf Bodian. Rapido et son sticker rechargeable et la direction de la santé mère-enfant vous offrent votre revue de presse. Revue de presse, Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, le projet de loi d'amnistie qui passe en fast-track à l'Assemblée nationale. Depuis hier, on en sait davantage les grands contours de cette loi controversée qui passe justement à l'Assemblée dès demain. Le quotidien résume le projet. 1. La loi couvre la période février 2021-février 2024. 2. Sonko pourrait retrouver son éligibilité. Le journal Le Témoin qui fait focus sur le projet note que les portes de la prison sont désormais entrouvertes pour Ousmane, Diomaye et compagnie. Les faits amnistiés, qu'ils soient jugés ou non, tout est pardonné. Les magistrats sont tous ligotés. Ils ne peuvent plus rien faire. Le journal soutient que même l'affaire Adji Sarr est concernée, même s'il y a une petite épée de Damoclès sur la tête d'Ousmane Sonko à propos de l'affaire Mame Mbaye Niang. Selon Vox Populi, la blanchisserie va nettoyer à sec tous les faits susceptibles de revêtir la qualification d'infraction criminelle ou correctionnelle entre février 2021 et février 2024, délit ayant bien sûr des connexions politiques. Le journal Les Échos note que Macky Sall lave à grande eau de Chavel, Ousmane Sonko et compagnie, car dans cette affaire, toutes les déchéances exclusives, incapacités et privatives de droit disparaissent. Autant dire qu'on efface tout et on recommence. Tribune fou de rage s'exclame. Quelle honte que cette manière de se blanchir entre politiciens. Macky Sall cherche-t-il à couvrir ses proches cités dans le recrutement de nervis, se demande le confrère. Cette loi est contraire en tout cas à la morale et aux lois de l'humanité selon le juriste Dr Mbaye Cissé. Une prime à l'impunité, tempête Amnesty International section Sénégal. Dans Vox Populi, Thierno Alassane Sall dénonce à son tour une seconde mort, un second crime que d'octroyer l'impunité sans la vérité. L'observateur qui se penche sur l'amnistie note que c'est un texte de tous les dangers car on est en train d'affaiblir la norme pénale au Sénégal. Mais attention, il y a certains crimes qu'on ne peut pas effacer d'un trait d'éponge. Les tortures et autres crimes contre l'humanité, la CPI, la Cour pénale internationale, c'est l'autre obstacle de la loi d'amnistie, avertit Walfadri. Le PDS est dans l'embarras, en tout cas du côté du palais de la République, c'est en fast-track qu'on veut cette loi. Le Sud Quotidien note que l'Assemblée nationale est mise en branle pour ce faire. La commission des lois convoquée aujourd'hui, la plénière prévue mercredi. Le journal Buzz Pi Le Jour note que Macky Sall se trouve en tout cas en ce moment dans une situation très difficile, délicate au milieu de proches qui veulent le convaincre de partir avant le 2 avril et de camarades qui prônent la reprise du processus électoral incluant d'autres candidatures de son parti. Il a du fil à retordre. Pendant ce temps, l'opinion plongée dans l'expectative, en suspense total, glaçant dans l'attente de l'avis des 7 sages qui vont donner leur avis sur les conclusions du dialogue. Tribune note que Macky a reçu en tout cas le rapport qui va être transféré aux 7 sages pour avis, un passage nécessaire avant de fixer la date de la présidentielle. La balle est dans le camp donc des sages, écrit le journal Les Échos. Ken de la Fall, le déchet des élections, explique, décortique en détail pourquoi le 2 juin, la date proposée par le dialogue présente le moins de risques. Macky réitère pour sa part son souhait de partir le 2 avril, mais reste à la disposition du Conseil constitutionnel. On termine par du sport. Cette série de matchs amicaux de l'équipe nationale du Sénégal, l'équipe nationale de foot bien sûr, Sénégal-Gabon, Sénégal-Bénin, c'est désormais officiel. Selon le journal Record, c'est la revue des troupes post-CAN, pointe le confrère. Les Lions vont affronter en premier les Panthères du Gabon le 22 mars et ensuite les Guépards du Bénin le 26. Les deux rencontres vont se jouer à Amiens, c'est en France. Bonne nuit à tous. Rapido et son sticker rechargeable et la direction de la santé mère-enfant vous ont offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À midi 34 minutes, bonjour Senghane Senghor. Oui, bonjour Georges Dété. Vous êtes le coordinateur de l'Observatoire de la RADDHO. Nous attendons Pape Mahawa Diouf, coordinateur de la cellule de communication de Benno Bokk Yakaar, pour le sujet du jour qui concerne le projet de loi d'amnistie initié par le président de la République qui est examiné depuis ce matin par une commission technique à l'Assemblée nationale avant un débat plénière demain à l'Assemblée nationale. Une amnistie qui concerne les auteurs de faits
commis lors des manifestations politiques entre 2021 et 2024. Alors, Senghane Senghor, un projet de loi critiqué, hein. Est-ce que cette loi a sa pertinence? Oui, merci Georges de m'avoir donné la parole et de nous avoir invités à ce débat. Nous l'avons déjà dit, nous l'avons dit dans nos communiqués, nous l'avons dit avec nos collègues de Amnesty, de Ligue sénégalaise de droits humains, de article 19 et autres. Cette loi n'a aucune pertinence et cette loi n'a même pas sa raison d'être. Pour la simple et bonne raison que dans les démocraties, l'amnistie est de plus en plus critiquée. Pourquoi? Parce que l'amnistie, elle montre de plus en plus qu'elle est démagogique, elle est dangereuse et elle crée une discrimination même entre les citoyens. Un exemple, le projet de loi qui est aujourd'hui sur la table de l'Assemblée nationale doit amnistier les faits qui partent du 1er février 2021. Et quelle est la différence entre le Sénégalais qui a commis les mêmes faits, qui se trouve en prison et qui les a commis 2 jours avant? Ça veut dire par exemple le 30 janvier. Et qui doit rester en prison alors que l'autre, parce que le politique l'a décidé ou parce que il est un politique, se retrouve libéré de toute charge. C'est une situation que personne ne comprend. Deuxième chose, mais cette amnistie, elle est rejetée par même les bénéficiaires, parce que les familles de victimes l'ont déjà fait, l'ont déjà rejeté. Les politiques qui sont censés bénéficier de la question l'ont aussi rejeté. Troisième élément, on a l'habitude de voir dans les démocraties, c'est qu'un nouveau président qui arrive, qui en général vote une loi d'amnistie. Mais vous ne pouvez pas être encore au pouvoir. Les faits pour lesquels vous introduisez une loi d'amnistie, vous les avez vous-même gérés. Bon à mal an, parce qu'il y a des aspects positifs comme des aspects négatifs. Mais rien n'est encore tiré au clair. Ça veut dire que le trouble, il n'est même pas éteint. Et vous dites aux gens, je vais voter une loi d'amnistie pour tout effacer. La bonne question, c'est on le fait au profit de qui? Alors, je reviens à vous, Senghane Senghor, Pape Mahao Diouf qui nous a rejoint. Pape Mahao Diouf, bonjour. Bonjour Georges et bonjour à tous vos auditeurs et auditrices qui vous regardent et écoutent partout dans le monde. Alors, je vous pose la même question que celle posée à Senghane Senghor sur la pertinence de ce projet d'amnistie qui n'agrée pas tout le monde, l'opposition, la société civile, même les familles des victimes des événements depuis 2021 s'opposent à ce projet de loi. Bon, je pense qu'il faut bien recadrer les choses. D'abord, il y a des membres même du gouvernement du Sénégal qui sont contre la loi d'amnistie. Il y a également des gens de l'opposition qui sont pour cette loi d'amnistie. Et les bénéficiaires d'une loi d'amnistie ne sont certainement pas les familles des victimes. Bon, encore qu'il y a des victimes qui ne font pas partie forcément de cette dynamique et de cette organisation. Oui, mais on doit penser à ces familles. Ils ont perdu leurs fils et leurs filles. Non, je n'ai pas terminé. Je voulais dire que les victimes sont de toutes parts et effectivement, il y a des victimes silencieuses qui n'ont pas parlé. Mais le sujet, Georges, c'est pas de parler de la loi d'amnistie elle-même. Une loi d'amnistie, on sait très bien ce que ça signifie. On le décide et le président de la République le propose dans un contexte très précis. Au nom de la pacification de l'espace public et au nom d'une réconciliation. Du pardon et de la réconciliation. C'est à quoi nous invitons les forces de la société civile aussi. Ok, on peut avoir des points de vue divergents sur l'amnistie, mais il faut aussi une proposition pour la pacification de l'espace public et du débat public. Ce que nous avons vu entre 2021 et 2024, le saccage des gendarmeries, l'attaque des commissariats, des cocktails Molotov sur des bus, des forces politiques qui ne sont plus dans le débat d'idées et les échanges d'idées, mais dans le débat du biceps, des forces. N'était-ce pas suffisant pour laisser la justice faire son travail alors? Des nervis qui se battent entre eux et des projets politiques fondés sur la violence verbale et la violence physique. Voilà de quoi il s'agit. Voilà ce à quoi il faut mettre fin.
Le président de la République, garant de l'unité nationale, garant de la stabilité de nos institutions et de notre modèle démocratique, propose une nouvelle perspective, un nouvel horizon où on passe par une loi d'amnistie avec l'idée que les Sénégalais se retrouvent autour de l'essentiel. Ça veut dire notre esprit démocratique, ça veut dire la République, ça veut dire la préservation de la paix et des institutions. Si ça vaut une loi d'amnistie, pourquoi pas? Afin qu'il n'y ait plus aucun mort, aucune tension, aucune violence liée à ces positionnements politiques. Il faut fermer cette parenthèse 2021-2024. Et oui, il est de la responsabilité du président Macky Sall de garantir l'unité nationale et de préserver le modèle démocratique sénégalais jusque-là, et qu'on retourne vers cette démocratie apaisée. C'est de sa responsabilité de le faire, absolument. Alors, je reviens à vous, Pape Mahawa Diouf. Senghor, quelle sera la responsabilité des députés qui vont examiner demain le projet de loi? Oui, d'abord, je dois préciser une chose parce que mon vis-à-vis Pape Mahawa, même si nous sommes un peu éloignés civiquement, dit que oui, les familles ne sont pas concernées. Les familles sont concernées. Parce que dans toutes les lois d'amnistie, vous trouverez une phrase qui dit que l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. Ça signifie quoi? Ça signifie que les personnes victimes à qui cette amnistie peut causer un tort du point de vue civil peuvent continuer l'action civile pour être réparées. Dans le cas précis où nous sommes, où on a étouffé les faits, où on n'a jamais entendu d'enquête, où en réalité on ne sait pas qui a fait quoi, mais ces familles-là, les ayants droit, Mais peut-être que ces enquêtes n'ont pas été révélées, mais en tout cas elles ont été annoncées par les autorités gouvernementales. Oui, DJ, Georges, moi je pense que si vous êtes victime, si vous avez perdu votre magasin, vous avez perdu votre station d'essence, ainsi de suite, s'il y a une enquête, vous devez être entendu. Ça, c'est le minimum. Peut-être que le jour des faits, on a trouvé des gens là-bas, ces personnes doivent être entendues. Quand ces personnes ne sont pas entendues et qu'on vous dise qu'il y a une enquête qui dure depuis 2021 sans suite, on est en droit de douter de la réalité de ces enquêtes-là. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on veut tout étouffer. Je rappelle que nous sommes pour la paix, nous sommes pour la pacification de l'espace public. D'ailleurs, si on nous avait écoutés en son temps, on n'en serait pas là. Parce que nous avons toujours dit que ceux qui sont arrêtés, c'est des détenus politiques et beaucoup le sont injustement. On ne nous a jamais écoutés. Maintenant, c'est eux-mêmes qui disent que nous allons libérer les détenus politiques. Puisque maintenant, c'est des détenus politiques, nous voulons la paix, l'apaisement, oui, mais dans la vérité. Nous voulons savoir ce qui s'est passé, parce que c'est ça d'ailleurs qui va nous protéger pour demain. Et j'en viens maintenant à la responsabilité des députés. Les députés n'ont qu'à savoir qu'en votant cette loi-là, pour un président qui est en train de faire ses bagages pour partir, ils entrent tristement dans l'histoire. Et ça, ils doivent l'éviter parce qu'ils n'ont pas le droit. Le vote qu'ils ont à l'Assemblée nationale, ils l'ont en notre nom. Ils représentent le peuple sénégalais. Ils doivent s'inscrire dans le mandat que le peuple sénégalais leur donne. En écoutant le peuple, on sait que cette loi d'amnistie, elle est majoritairement rejetée par les Sénégalais. De tous bords, de la société civile, de la société politique, des Sénégalais qui ne sont dans aucun cadre, de la diaspora. Tout le monde aujourd'hui, il l'a dit, même dans leur camp, il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour cette loi d'amnistie. Nous leur demandons de ne pas voter cette loi au nom de la stabilité du Sénégal. Parce que je le rappelle, on n'est jamais revenu sur une loi d'amnistie au Sénégal. Et il y a des possibilités que cette fois-ci qu'on en arrive à cette situation. Vous voulez dire que cette loi risque d'avoir des effets contraires? Non, je veux dire que cette loi risque d'être abrogée par le prochain président qui va venir. Parce que cette loi va créer beaucoup plus de problèmes qu'elle n'en règle. C'est ça en réalité. La preuve. Mais, Georges, on est en train d'accélérer le processus pour que cette loi passe. Au nom de quoi? Même s'il doit y avoir réconciliation, mais les acteurs doivent en parler, il doit y avoir assez de discussions pour s'accorder sur ce qui doit être fait. Justement à ce propos, le vin qui semble être tiré, même si l'on ne sait pas ce qui arrivera demain, ne faudrait-il pas des amendements sur ce texte?
Amender quoi? Parce que certains aspects du texte. Vous l'avez vu, parce que le texte, c'est 4 ou 5 paragraphes au maximum. Je vous parlais de la loi en tant que telle. Il n'y a rien à amender parce que l'essentiel du texte, c'est que le texte efface les faits criminels et toute infraction criminelle comme correctionnelle d'un point à un autre. C'est sur ça qu'il faut revenir. C'est tout ce que nous demandons. Retirer tout bonnement et simplement le texte, alors. Retirer tout bonnement le texte. Parce Merci. qu'en ne retirant pas le texte, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'ouvrir la voie de l'international. Parce que si les victimes ne peuvent pas avoir gain de cause ici au Sénégal, les victimes seront en droit. Et toutes les personnes intéressées d'aller à l'international et d'ouvrir des procédures. Et ça, ce sera plus dangereux pour les responsables et pour tout le monde d'ailleurs. Et même pour l'image, ce sera préjudiciable pour l'image du Sénégal. Merci Senghane Senghor, la Cour internationale la Cour pénale internationale qui a été saisie d'ailleurs des mêmes faits. Pape Mahawa Diouf, pour terminer avec vous, est-ce que les députés de la majorité n'ont pas aujourd'hui l'occasion de dire non à l'exécutif, surtout sur une question qui divise les populations? Les députés du peuple sénégalais qui ont la légitimité de parler au nom du peuple sénégalais vont discuter avec des procédures institutionnellement établies. Vous parliez d'amendement, le débat sera fertile et les gens vont parler du sujet dans l'hémicycle. Eux, ils ont un mandat du peuple sénégalais pour le faire. Et je pense que je rectifie, je n'ai pas dit que les victimes sénégalaises ne devaient pas être écoutées. J'ai dit qu'elles doivent toutes être écoutées. Moi, je suis une victime de ces violences. Chez moi, on a attaqué ma maison, et brûlé mon véhicule et agressé mon domicile. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est la question qu'on pose à la société civile et à toute cette conscience, parfois jusqu'au boutiste de part et d'autre. Est-ce qu'on continue de se taper dessus? Est-ce qu'on continue à trouver des gros bras et à continuer de se taper sur le terrain politique sur la voie de la violence? Ou est-ce qu'il faut arrêter ce cycle-là, se parler autrement? Parler, ça veut dire la vérité à l'Assemblée nationale, revenir sur les faits, dénoncer les exactions qui ont eu lieu, dénoncer peut-être des violations des droits des uns et des autres dont on pourrait parler. Mais il est absolument irresponsable de notre point de vue de dire oui, on va jusqu'au bout, de désigner des victimes expiatoires, de dire qu'il y a le camp de ceux qui sont bons et de ceux qui sont mauvais. La vérité, ce sont des Sénégalais qui se sont tapés entre eux. Et le président Macky Sall a raison de dire qu'il faut ouvrir une nouvelle perspective de pacification du champ politique. Le président Macky Sall ne couvre personne. Le président Macky Sall est le président de tous les Sénégalais. Et à ce titre, il a le devoir d'ouvrir une voie de stabilisation et de pacification. Mais cette voie est considérée par certains comme une prime à l'impunité. Justement, je pense que lorsqu'on parle d'amnistie, on parle d'oubli sur des sujets précis. Il y a eu des exactions, il y a eu des violences. On ne peut pas, c'est aux enquêtes de situer les choses globalement, mais c'était anormal que les gens qui doivent être sur le terrain... Seulement ces enquêtes ne sont pas arrivées à terme. Ceux qui doivent en tout cas faire des propositions politiques sur le plan des idées, s'ils se retrouvent à être dans l'expression permanente de la violence, ce n'est pas normal. Il doit y avoir des enquêtes, on doit savoir situer les responsabilités, mais ce qui est le plus important, de mon point de vue, c'est la préservation de la paix et l'arrêt de ce cycle de violence. Les gens, y compris la société civile, d'abord d'ailleurs, doivent être en première ligne pour proposer des voies de la paix. À défaut de proposer des voies de la paix, je pense qu'il faut appuyer la voie que le président de la République propose, à défaut de pouvoir proposer une alternative qui ramène les gens à la sérénité. Et c'est normal, dans tous les camps, dans des moments difficiles, tu vas avoir des gens qui vont plutôt tirer sur le jusqu'au boutisme. Je pense qu'à un moment donné, il faut voir la voie de la sérénité et de la responsabilité et de la sagesse. Et la sagesse, c'est la préservation de la paix et le retour à un débat politique serein, pacifique, fondé sur les échanges entre les idées et non pas des cocktails Molotov, des manifestations avec des morts dont on ne sait pas d'où ça vient jusqu'à présent. Il faut qu'on arrête ce cycle. Et notre pays est exposé à un enjeu de stabilité et le président de la République a parfaitement raison de ce point de vue. En tant que chef de l'État,
de dessiner une perspective qui doit aboutir à une voie de sérénité, de stabilité et de paix civile dans le débat public. Merci Pape Mahawa Diouf, coordinateur de la cellule de communication de Benno Bokk Yakaar. Senghane Senghor qui était avec nous, il est le coordinateur de l'Observatoire de la RADDHO, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. C'était Point de vue, c'était le journal. Merci à Abdoulaye Diop qui en a assuré la partie technique. Aliouba à la production, Maïssa Mbaye à la digitalisation. Merci à Ombaye, chef d'édition. Retrouvez Famodion dans une dizaine de minutes pour le journal en Wolof. Excellente suite des programmes sur Radio Futur Média. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi à toutes et à tous. Publicité sur RFM. gis nañu ay imitation contrefaçon yu bari ci gaz fréon ARP yu nekk ci marché bi di nuroo lool ak original bi ngir lu gën a wóor pour seen kaaraange jënd leen gaz fréon ARP original ci multidis nekk 49 rue Abdou Karim Bourgi Dakar 33 823 16 50. Africa Fly Tour képp ku bëgg tukki wala ngay wut liggéey sa coono jeex